Bonjour, je suis le commandant Tubiana, commandant de police. Donc, j'exerce mes fonctions de conseiller sûreté des musées de France depuis 11 ans maintenant auprès de la Direction générale des patrimoines. J'ai commencé auprès de la Direction des musées de France et désormais, donc, c'est la MISA, mission d'inspection de sécurité, sûreté, d'accessibilité au sein de la Direction générale des patrimoines. Donc cette mission, elle consiste à protéger bien entendu les œuvres d'art, protéger pour ma part, protéger les musées. Donc on se déploie, nous sommes deux pour faire ce travail, deux officiers de police. On se déploie dans l'ensemble du territoire national d'outre-mer. Le travail en lui-même, c'est de faire des audits de sûreté des musées, de vérifier que les conditions de sûreté soient bonnes. Et la sûreté, je rappelle, c'est la prévention des vols et de la malveillance et du terrorisme. On se déploie également à l'étranger dans le cadre d'expositions temporaires de haut niveau pour aller vérifier que les expositions temporaires se dérouleront dans de bonnes conditions. Et donc, pour ce faire, on va dans le monde entier. Les attitudes pour prévenir le vol, en fait, il faut qu'il y ait des agents de surveillance dans les salles d'exposition. Rien ne remplace l'humain. Ça, c'est clair. Il faut absolument qu'il y ait une présence humaine. Alors souvent, aujourd'hui, on voit beaucoup de musées qui cherchent à disons, remplacer l'humain par l'électronique, mettre des caméras, mettre des alarmes, mais en fait, c'est pas du tout... c'est pas opportun. Il faut absolument qu'il y ait une présence humaine, pour autant que cette présence humaine soit vigilante. Donc, les attitudes, c'est un agent en salle, à minima, pour voir le comportement des visiteurs. Pour mémoire, quand il y a beaucoup de visiteurs, il y a ce qu'on appelle l'autosurveillance. Les visiteurs se surveillent automatiquement eux-mêmes. C'est inconscient et ça marche très bien. C'est-à-dire, en fait, les gens sont en visite et on a eu dans le monde des réactions assez intéressante de personnes qui eux-mêmes se jetaient, par exemple, sur une personne qui voulait dégrader une œuvre. C'est arrivé notamment au Louvre-Lens, quand il y a eu la dégradation du tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Une dame s'est approchée, elle a pris un feutre, elle a commencé à dégrader le tableau. C'est un visiteur qui, le premier, s'est jeté sur elle. Ce qui est assez extraordinaire parce qu'en fait, les gens ont une réaction assez particulière vis-à-vis des œuvres d'art. C'est instinctif. Bien sûr, un agent l'a aidé. Donc voilà, être vigilant dans les salles, être là, présent, ce sont les gestes et les attitudes à adopter. Faire voir que l'on est là. Les agents doivent être évidemment visibles, identifiables. Et puis après, évidemment, un musée, c'est comme une banque avec des œuvres d'art extraordinaires, enfin des œuvres d'art de très très grande valeur, sauf qu'on peut les visiter, les voir, et donc il y a un risque de les toucher, de les dégrader, ce qui n'est pas le cas dans les banques. Un exemple, si une œuvre est déplacée, un tableau peut être, ça m'est arrivé dans une de mes visites, un tableau était penché. Alors la première question, c'est demander au conservateur ou aux personnes responsables, est-ce que c'est normal que ce tableau soit penché? Parce que peut-être, après tout, ça fait partie de la scénographie. Et une fois qu'on m'a répondu non, à ce moment-là, on commence à se poser des questions. Pourquoi ce tableau est penché? Ça peut être un repérage. On penche le tableau et ensuite on revient le lendemain. Si le tableau est toujours penché, c'est pas bon signe. Ça veut dire que les gens ne font pas attention. Maintenant, ça peut être une femme de ménage, un homme de ménage qui, en faisant le ménage, a déplacé le tableau. Mais rebelote, si le lendemain ou 2 jours plus tard, le tableau est toujours penché, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, donc toujours vigilant. Si une œuvre manque, pourquoi elle manque? Il doit y avoir un petit calicot qui dit que l'œuvre est partie à la conservation, par exemple, ou pour une restauration. On ne doit pas arriver, voir un tableau absent, et les agents de surveillance doivent savoir si un tableau manque, pourquoi il est parti. Tout ça, ça concourt à la prévention des vols, de la malveillance. C'est impératif de faire de la formation, leur expliquer déjà quels sont les risques en fonction de la typologie des voleurs, parce qu'il y a plusieurs types de voleurs. Il y a le voleur, bien sûr, celui qui va s'attaquer à des grandes œuvres, et puis il y a celui qui va s'attaquer parce qu'il est fétichiste ou parce qu'il est collectionneur. Par exemple, les musées napoléoniens sont victimes énormément de ce type de vol.
on va jusqu'à voler des boutons de rideau à la Malmaison, alors que ceux-ci sont récents, parce qu'on pense que Napoléon ou Joséphine a touché ce bouton de rideau, a touché cette soucoupe, etc., etc. Donc, les informer sur la typologie des voleurs, les risques aussi dus au trafic international. Tout ça, c'est de la formation. Et ensuite, comment fait-on? Comment on organise une ronde? Comment on est vigilant? Comment on peut ensuite contrôler les personnes? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Beaucoup de gens me disent, mais on n'a pas le droit de faire ouvrir les sacs. Si, on peut tout à fait faire ouvrir les sacs, mais il y a des règles très particulières et on est là pour leur apprendre comment faire ces gestes et toutes ces notions. Ça demande de la formation. C'est très important. Un agent bien formé, c'est quelqu'un qui sera bien entendu apte ensuite à faire ses fonctions. Je rajouterai qu'avec les années, les agents développent un sixième sens professionnel, c'est-à-dire qu'ils détectent immédiatement, comme un policier va détecter immédiatement, va sentir les choses, un agent de surveillance qui a de l'expérience va immédiatement dans sa salle ou dans les salles dans lesquelles il a l'habitude de travailler, détecter le comportement d'un visiteur anormal. Ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, c'est quelque chose qui s'acquiert. Le triangle de la sûreté, c'est une invention de mes prédécesseurs, des gens qui travaillent dans la sûreté. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, voilà, il y a 3 moyens pour lutter contre la prévention des vols et pour lutter pour la prévention des vols et de la malveillance. Le premier, c'est ce qu'on appelle les moyens humains. Donc, on en a parlé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient présents. Le second, ce sont les moyens mécaniques. C'est quoi les moyens mécaniques? C'est tout ce qui concourt à la mécanique, c'est-à-dire les portes, les murs, comment est le musée, si on a affaire à un château fort. Évidemment, ça sera beaucoup plus facile à protéger mécaniquement. Mais ceci étant, une chaîne de sûreté, même si les maillons sont extrêmement forts, elle ne vaut que si un seul des maillons est faible, la chaîne ne vaut rien. Donc, il faut vérifier tout ça, les moyens humains, les moyens mécaniques et ensuite les moyens électroniques. L'électronique, c'est tout ce qui concourt aux caméras, aux alarmes, tout ce qui est électronique, les alarmes à la police, etc. Donc, on joue avec ces 3 moyens. Et bien entendu, quand ils sont tous là, ce qui est quand même assez rare, on peut dire qu'on a une bonne sûreté, on a un bon niveau de sûreté. Quand il en manque qu'un, on essaie de faire compenser par les 2 autres. Mais malheureusement, bien sûr, si les 3 manquent, là, il y a un vrai problème. Une anecdote, j'étais un jour sur un toit parisien et assez haut, et pour vérifier, parce qu'un musée, c'est pas seulement, quand on visite les musées, souvent on nous dit, ah ben venez voir la salle d'exposition, c'est très bien, mais c'est en volume que l'on analyse, c'est-à-dire en volume, c'est-à-dire linéaire, bien sûr les entrées, les sorties, etc., mais également le toit et les sous-sols. Par exemple, à Paris, vous avez 150 km de réseau souterrain, on va regarder qu'il n'y ait pas d'accès carrière. Ensuite, donc sur ce toit-là, il y avait un accès ascenseur, si vous voulez. Il y avait l'accès à la descente d'ascenseur. Et je dis, ben, il va falloir que vous me mettiez un petit verrou pour, ma foi, prévenir la pénétration par l'ascenseur. Et là, bien sûr, la personne me dit, mais enfin, quand même, vous êtes paranoïaque parce que chercher que quelqu'un rentre par la cage d'ascenseur pour descendre dans le musée, c'est vraiment du James Bond. Et là, moi, je dis, écoutez, moi, c'est ce que j'appelle une paranoïa positive, c'est-à-dire que, en fait, je dis, écoutez, vous avez peut-être raison, mais moi, quand même, vous allez me mettre un petit verrou. Et figurez-vous que quelques jours plus tard, il y a eu, vous pouvez regarder tous sur Internet, au Hatton Safe Garden de Londres, London, il y a eu un endroit qui était comment dire, un immeuble qui était pour garder les bijoux des bijoutiers de Londres, si vous voulez, qui venaient les stocker. Donc ils sont rentrés, les malfaiteurs sont rentrés par la cage d'ascenseur, ils sont descendus en rappel. Ensuite, ils ont cassé une porte blindée et ensuite ils ont percé un mur de plus de 60 cm d'épaisseur en béton pour entrer dans les lieux. Alors, évidemment, ce n'est pas un musée, mais c'est pour vous dire que tout est possible. La réalité dépasse souvent la fiction. Ça, on l'a souvent vu. La réalité dépasse toujours la fiction. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec l'épidémie qui nous arrive. Qui aurait pu penser ça? Donc,
Moi, je travaille toujours comme ça, c'est-à-dire que si un toit est plat, je vais réfléchir à… Alors bien entendu, ça dépend des objets d'art que l'on protège, mais par exemple, pour une exposition Picasso, je vais vérifier qu'un hélicoptère ne puisse pas atterrir sur le toit. Pourquoi? Parce qu'il y a une chance sur 1 million que ça arrive, mais si ça arrive après, c'est ma responsabilité. Voilà un peu un exemple. Qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple? Vous avez un exemple aussi au Kongstel de Rotterdam, où Kongstal de Rotterdam, où des malfaiteurs sont rentrés par les issues de secours. C'est juste pour dire que d'abord, c'est un vrai plaisir de travailler au sein du ministère de la Culture dans tous ces si beaux endroits. C'est une mission qui est quand même unique parce que de toutes mes péripéties dans le monde, je n'ai jamais vu ce genre de mission. Donc c'est quand même à l'honneur de la France d'avoir pu créer une mission de prévention au sein de son ministère et un accord avec le ministère de l'Intérieur et de la Culture. Et c'est une mission qui est vraiment très bien perçue au sein de la culture. On est vraiment très bien accueillis et je n'ai jamais rencontré la moindre opposition. Au contraire, les gens nous sollicitent, nous demandent et sont très heureux de notre intervention. Voilà, c'est ce que je peux dire sur cette mission. C'est travailler dans les musées, c'est bien entendu un plaisir. Et puis à titre personnel, ça permet évidemment d'enrichir sa culture personnelle et de voir des choses merveilleuses.